John Cusack, interprété par Nathalie Robert. Chapitre 12. Le palace le plus fréquenté de la ville de Los Angeles accueillait très souvent les plus grandes stars. L'édifice allait fêter dans quelques heures ses 70 ans. Imposant et massif, le Heaven Empire se vantait d'avoir hébergé tout Hollywood. Le catalogue de la maison ressemblait plus à un magazine de cinéma qu'à une brochure touristique. Le prix des services n'y était même pas à noter. Cela importait peu car tous ceux qui le fréquentaient ne se souciaient pas des prix extraterrestres imposés. Chaque suite portait le nom d'un grand acteur américain. Seulement des noms d'hommes. Oubliez les grandes stars féminines de l'âge d'or du cinéma. Oubliez les Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, Bette Davis et Rita Hayworth. Le premier propriétaire avait infligé ce choix en révélant que c'était tout naturel et qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Ce discours misogyne provoqua des tentatives venant parfois des sphères les plus hautes de l'État qui cherchaient à glisser une parité sur l'identité des chambres. Mais Douglas Perry, le premier possesseur des clés de la demeure et ses héritiers, ne voulurent rien savoir et rien modifier afin de respecter la tradition. Quand on pénètre dans le hall, ce qui frappe en premier lieu, c'est la hauteur du plafond. Nombreux sont ceux, et même les habitués de l'hôtel, qui ne peuvent s'empêcher de lever les yeux pour admirer l'architecture. De quoi vous donner le vertige. Au plafond, une immense rosace en verre permet à la lumière du ciel d'être l'hôte quotidien du palace. Cette vision presque religieuse avait donné le nom au bâtiment, Heaven Empire. Ajoutez à ce symbole astronomique le nom de la mère de Douglas Perry, qui se nommait Vernia Fim, et vous obtiendrez l'anagramme Heaven Empire. Toute une logique qui confortait la réputation du palace. 148 chambres et suites, 209 salles de bain et 302 cabinets de toilettes sont à disposition des clients venus du monde entier. L'hôtel a été le théâtre de nombreux événements historiques et politiques. De grands contrats commerciaux furent signés, des congrès internationaux se déroulèrent dans le gigantesque amphithéâtre du premier sous-sol. En parallèle, des mariages, des liaisons interdites et même 3 meurtres. Le palace était le décor idéal pour les scénaristes en manque d'inspiration. Ces longs couloirs rappelaient ceux de l'Overlook Hotel, The Shining, de Stephen King. Assez angoissant tout compte fait. Toute l'équipe de la Movie Line Screen Company avait réquisitionné le premier étage du palace. L'anniversaire qui allait se fêter coïncidait avec l'avant-première mondiale du nouveau film de Stanley Marlowe, grand cinéaste des années 70. Cette production prenait un caractère exceptionnel. En effet, la distribution était magique. Le scénario innovait et surtout, le film marquait le grand retour du cinéaste qui n'avait rien tourné depuis plus de 25 ans. Le Heaven Empire était vraiment très fier de participer à cet événement. Inutile de préciser que le personnel, à l'arrivée de l'équipe du film, s'activait de telle sorte que la moindre demande, voire le moindre caprice était exécuté. John Cusack arriva parmi les derniers. Sa voiture se gara devant l'entrée de l'établissement et sans qu'il eût à faire le moindre geste, la portière arrière s'ouvrit automatiquement. « Monsieur Cusack, c'est un honneur de vous recevoir dans notre maison. Votre talent fera briller à coup sûr nos murs. » récita le groom tout droit sorti d'un casting de mannequin avec un sourire très large. John n'aimait pas trop les révérences apprises par cœur. Il appréciait les petits plats dans les grands, mais au final, il fuyait la plupart du temps la gentillesse hypocrite qui vivotait dans le milieu professionnel. Rentré la veille d'Italie, où il avait fait la promotion de son dernier film, Une bleuette romantique, John masquait ses yeux fatigués par une paire de lunettes de soleil. Cet uniforme de star s'appliquait idéalement au cadre de l'Heaven Empire. Tous les clients semblaient s'être donné le mot car toutes les personnes que John pouvait rencontrer portaient le même accessoire. Comme les restaurants où le port de la cravate était exigé, ici, les lunettes de soleil finissaient la panoplie de la vedette. «
John, tu es là, enfin. Imagine-toi. Elizabeth Morton souhaite que tu lui accordes une interview exclusive au salon Edward G. Robinson. Non, mais tu te rends compte? Quel toupet, non? Alors, tu penses que je l'ai gentiment envoyée balader après le mauvais coup qu'elle nous a fait le mois dernier? Et tu veux que je te dise? Elle dégage une de ses odeurs. Je ne sais pas où elle a trouvé son parfum, mais à mon avis, il est périmé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fiona était l'agent de John. Elle frappait le monde du cinéma par son énergie permanente. Pour beaucoup, c'était la seule femme capable de traiter un contrat au téléphone tout en faisant sa gym quotidienne et en avalant son petit déjeuner. Fumeuse invétérée, elle avait cette aptitude de se déplacer en faisant continuellement du bruit. Je t'ai dit que Matt m'a téléphoné pour me dire à quel point il t'avait adoré dans le Woody Allen. Tu vois, même si le film a été un bide ici, je t'ai toujours dit que ça te serait utile. Woody, ça fait toujours bien dans un CV, même si personne à Los Angeles ne sait à quoi il ressemble. Il faudrait qu'on organise un dîner avec lui, tu ne crois pas? Avec Matt, pas Woody. Je n'ai pas envie de parler clarinette toute une soirée. Hein? Bon, je le fais pour toi. Après tout, tu me paies pour ça, non? D'ailleurs, il faut que je négocie un point sur ton futur contrat. Très bien. Prépare-toi, tu es en retard. Et fais-moi le plaisir de te rafraîchir un peu. Il faut que tu sois présentable, bon sang. Bon, je te laisse. Il faut que je retrouve Kera. John n'avait pas pu placer un seul mot, mais il ne cherchait pas à le faire. Il laissait parler Fiona comme il en avait l'habitude. De toute façon, elle lui laisserait un message sur son portable pour lui rappeler ce qu'elle venait de dire. C'était son mode opératoire et rien n'y changerait. John entra dans la chambre Paul muni. Il se laissa lourdement tomber sur le lit immense qui lui était offert. Le calme lui faisait du bien. Il appréciait modérément la promotion et enchaîner les interviews commençait à le lasser. Enfin, le calme espéré. Son regard scrutait le plafond et John put se détendre en fermant les yeux. John ouvrit les yeux. Il avait dû s'endormir. En tout cas, son état cotonneux lui faisait croire qu'il s'était endormi. Il avait entendu une voix, mais n'arrivait pas encore à voir son propriétaire. « John !» Il se redressa péniblement et regarda autour de lui. La nuit commençait à tomber. Il ne voyait pas grand-chose. « Excusez-moi, j'arrive, » dit John. Le temps d'allumer la lampe de chevet, et John se retrouva nez à nez avec un inconnu. Sa réaction fut immédiate. Un mouvement de recul suivi d'un petit hoquet de peur. « Putain, vous m'avez fait peur !»« Qui êtes-vous »